dans Bonjour d'Algérie. Ce matin, nous aurons le plaisir d'accueillir des invités qui nous viennent justement d'une région très belle, une région verdoyante. Les montagnes du Durdura, en l'occurrence, le village, pour être plus précise, d'Aït Bouadou, qui a justement abrité cette semaine écoulée un événement très important pour les habitants de cette localité. Il s'agit d'une foire forum qui met en relief tous les produits du terroir, tout le savoir-faire des artisans de cette belle région. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'artisanat qu'on les a invités et nous aurons le plaisir d'échanger avec eux, des artisans, des organisateurs en l'occurrence. Merci encore une fois, mesdames, messieurs, d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un bon plan pour la soirée d'aujourd'hui, la soirée de ce vendredi. Donc, promet des événements justement très intéressants. Et nous en avons choisi un, celui qui sera abrité par la salle Ibn Khaldoun. C'est l'association El Monselia qui est à l'honneur et à l'affiche justement de cet établissement. Et nous aurons le plaisir de recevoir deux artistes et membres de cette collectivité ou association. Donc, ils monteront sur scène justement pour la 13e édition des Andalousiet, pardon. Voilà. Donc, je voulais dire Madih parce que c'est vrai que leur soirée sera entièrement consacrée au Madih Dini. Dans cette matinale, nous retrouvons aussi nos amis donc inconditionnels du vendredi. Il s'agit en l'occurrence du docteur Benachenou qui s'intéresse à ce novembre bleu aujourd'hui. Il va nous parler du cancer de la prostate, mais pas que. Il va parler aussi de nombreux problèmes justement urinaires qui pourraient être confondus avec les signes avant-coureurs de cette maladie ou pathologie. Nous aurons aussi l'occasion de retrouver Siham Kenouch qui met en relief les prénoms aujourd'hui. Je ne vous en dirai pas plus. Voilà, vous aurez la surprise dans un moment car le prénom est assez spécial pour moi essentiellement. Mais nous aurons aussi à retrouver Amina Abed ce matin qui nous donnera un petit peu des bons plans aussi culturels. L'agenda culturel, ce sera avec elle, mais aussi la météo, vous le savez très bien pour les fidèles. Alors, sans déroger à la tradition, tout de suite, on lance le jingle pour le démarrage de cette émission et le démarrage du point météo. Il est signé Amina Abed. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour, bonjour Mina. Bonjour Ladia, bonjour à tous. Ravie de te retrouver ce matin. Pareillement. Voilà, ça faisait longtemps. Je n'ai pas compris un petit peu le ciel aujourd'hui. J'ai pas réussi à décoder le ciel. Il y avait des nuages un peu foncés, il y avait pas beaucoup de fraîcheur, mais quand même un petit peu. C'est vrai que c'est pas facile à décoder pour aujourd'hui. Encore moins les cartes. J'avoue que c'est très difficile. Non, vraiment. Mais heureusement que vous êtes là, Mina. Vous allez nous donner les nouvelles du ciel sans plus tarder. Ouais, je vais essayer d'être le plus clair possible. Vous l'avez toujours été. Radia. Alors, rebonjour à tous. Eh bien, du brouillard ce matin sur l'ensemble des régions nord, régions côtières et régions intérieures. Eh bien, on notera un ciel voilé vers la partie ouest, passagèrement nuageux sur le centre et l'est avec quelques pluies. Il y a quelques gouttes de pluie sur le centre. Elles seront un peu plus marquées et accompagnées d'ailleurs d'orages vers la partie est. Et puis sur les régions sahariennes, on notera des cumulus qui vont se former cet après-midi sur le Sahara oriental. Et puis un ciel voilé sur le reste des régions sahariennes avec deux fréquences. La bande de sable vers l'extrême sud, le long des frontières algéro-maliennes, le Gard et le Tassili, le Sahara central, le Nord-Sahara et les oasis. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord jusqu'à 26 degrés. À Annaba, 25 à Alger, 24 degrés à Oran, Tizi Ouzou, Constantine, 25 à Betna, 29 degrés à Gardaya et Bachar, 33 degrés à Tindouf, Adrar et Insalah et enfin 34 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer peu agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 20 km/h vers les côtes de l'ouest et entre 20 et 40 km/h sur le centre et l'est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord. Et bien pour cette journée, un ciel plutôt dégagé en Californie, Mexico. Et on notera des pluies assez marquées à Dallas. Et côté température, on notera 14 degrés à Vancouver, 24 en Californie, 22 degrés à Dallas, 27 à Mexico et enfin 11 degrés seulement à Montréal. Très bonne matinée et à tout de suite.
قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci Mina, c'était très clair, amplement très clair. Vraiment, Tant oui. Malgré toutes les icônes qu'il y avait sur... C'est vrai que parfois c'est pas évident parce qu'on peut avoir les 4 saisons en une seule journée, donc c'est assez difficile à... C'est le cas sur la carte qu'on a vue à l'instant. Effectivement. En tout cas, voilà, moi c'est à mon tour de te dire à tout de suite après ceci. Voilà, c'est le moment de donner l'agenda culturel avec vous, Amina. Mina, le A a son importance. Il n'y a pas de A. Il n'y a pas de A. Il faut le supprimer. Vous le supprimez. Oui, absolument. Vous êtes la seule Mina autour de moi. Il y a beaucoup d'Aminettes. Oui, en fait, c'est Yamina. À la base, oui. c'est Yamina. Yamina. Mais comme tout le monde m'appelle Mina. C'est joli. Voilà, allez, on reste sur Mina parce que sinon je vais être perdue. Allez. On reste sur Mina alors. Qu'est-ce que vous nous proposez justement par rapport à l'activité culturelle? Une semaine très riche à la dia, surtout en exposition. Donc il y a l'exposition Art Exhibition de l'artiste plasticienne Myriam Mohli Aoues. Donc en fait c'est une exposition qui va débuter à partir de demain, donc du 9 au 30 novembre au niveau du siège de l'association Asla. Donc une très belle affiche qu'on peut découvrir, donc une exposition de l'artiste plasticienne Myriam Mohli. Donc on continue toujours avec les expositions. Donc une autre exposition, cette fois-ci, un regard intense, une vision nuancée. Donc rien que le titre donne envie d'y aller. Donc une exposition de l'artiste Hakim Tounsi. Donc c'est une exposition qui va débuter, qui a débuté hier, donc le 7, et qui va se poursuivre jusqu'au 23 novembre au niveau de la galerie Aïda. Donc une très belle exposition, un regard intense, une vision nuancée. On continue avec une autre exposition cette fois-ci. Alors c'est l'exposition Wara El Jidar, donc une exposition qui va commencer à partir de demain. Donc une exposition 100% féminine, Radia, 100% féminine. Donc ça va commencer à partir de demain. Ça va se poursuivre jusqu'au 23 novembre et ça va se passer au niveau de la galerie Gessoum. Donc on continue avec une autre exposition, donc plein d'expositions pour cette semaine, panorama de la les arts plastiques, voilà. Ah oui, ils sont à l'honneur, les arts plastiques sont à l'honneur pour cette semaine. Donc l'exposition même pour le mois de novembre, parce qu'il y en a encore. Il y a énormément d'événements pour ce mois-ci. Il y a encore d'autres événements qui vont arriver, qui vont encore être très intéressants. On découvrira la semaine prochaine. Au fur et à mesure, bien sûr. Tout à fait, au fur et à mesure. Donc exposition panorama de la peinture algérienne. Donc c'est une exposition qui va se dérouler au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Donc ça va se passer à partir du 10, donc du 10 au 20 novembre, je le rappelle, au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. On continue avec un concert, Radia. Vous l'avez annoncé. Rappelons que le Palais abrite actuellement une très belle exposition. En fait, il y a toujours des expositions au Palais de la Culture. Mais celle-ci marque justement le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution, la glorieuse Révolution, et ça se passe au Palais de la Culture. Les artistes sont nombreux à avoir participé à cette exposition. Et il y a de très belles peintures. De différents niveaux, de différentes générations également. Exact. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir la vision que chacun a de cet anniversaire. Voilà, et donc quand on va au Palais de la Culture, il faut se dire qu'on a un 2 en 1. Il y a toujours quelque chose à faire au Palais, il y a toujours quelque chose à faire et toujours quelque chose à voir au Palais de la Culture. Très active, le Palais de la Culture. On continue, Radia, avec un concert. Oui. Vous l'avez annoncé. J'adore la musique. Vous l'avez annoncé ce matin, justement. Tout à l'heure, donc le concert de l'association Al-Jazairiya Al-Mousilia, donc pour les passionnés de la musique traditionnelle algérienne. Donc c'est ce soir, à partir de 18h, donc à la salle Ibn Khaldoun. On continue avec une rencontre débat avec Kamel Louafi, qui est artiste, architecte et
paysagiste, donc avec Kamel, donc l'OAFI. Donc ça va se passer le 15 à partir de 17 h à la galerie Hala. On continue avec les sports. Amatrice de marche, de course peut-être. J'aime mais je n'en fais pas. Oh, c'est vrai. J'avoue que moi aussi. Oui, j'aime mais je n'en fais pas. Donc alors pour les amateurs du sud algérien et de sport, voilà la fédération. Si j'étais au sud, j'aurais fait de la marche. Oui, c'est vrai que au sud c'est autre chose. Ça donne envie. Le temps passe différemment, le soleil est présent et voilà, c'est tellement agréable de parcourir la dune. Ouais, c'est vrai. Donc l'association algérienne du sport et travail organise une traversée du Sahara, donc 100 km de marche pédestre et 23 km cross. Donc ça va se passer du 22 au 30 novembre. Donc pour les amateurs, allez-y. Donc plusieurs endroits. Donc Abbas, encore Territ, donc plusieurs endroits à visiter, à découvrir. Donc comme on dit, Hadja ou Farja, sport et tourisme. C'est l'une des plus belles régions. C'est magnifique. C'est très beau. Hein. C'est très très beau. Donc justement pour les amateurs, allez-y, profitez et bon courage. On termine, Radia, avec de la magie, donc les journées nationales de magie. Donc ça va se passer du 13 au 16 novembre au centre culturel du côté de Mila. D'accord. Pour les amateurs de magie, notamment les enfants. C'est magnifique. Voilà. C'est super, merci infiniment pour ce bon plan. Hein. C'est avec plaisir. Voilà, donc honneur et place à l'Andalous ce soir, bien sûr, à la salle Ibn Khaldoun. Mais avant de recevoir les invités, justement, qui monteront sur scène aujourd'hui, nous aurons le plaisir de vous offrir, justement, tout de suite, dans le démarrage de cette émission, une très belle chanson signée Mariam Ben Allel, qui est une des plus belles voix de l'Andalous chez nous. Et donc, elle interprète Sidi Boumedienne dans ce madih magnifique. Alors, merci Mina. Avec plaisir. Bonne et excellente journée. Bonne journée. Très bien. أجيني في المنام نقرا سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نقرا صعدوا بعد النحاس يعضلوا نقرا نبي الهادي محمد أبي زهرة وجنانا ثمر ضايا مسقي من جنته الخضراء سيدي بومدين جيتك قاصر أجيني في المنام نبرا سيدي بومدين جيتك قاصر أجيني في المنام نبرا
قاصد أجيني في المنام نظرة سيدي بومدين جيتك قاصد أجيني في المنام نظرة. Et nous allons parler de santé tout de suite après cette magnifique chanson interprétée par Meriem Benallel et toute une discussion justement entre moi et docteur Benachano ici présent qui est vraiment mélomane et qui adore la musique. Ah oui, non, et surtout cette jeune, Oui. et on doit faire la promotion des jeunes, et elle est douée, elle a une voix, je ne la connais pas, moi je n'en parle, et elle n'est pas trop présente sur le sur Oui, la mais on scène. souhaite la voir prochainement sur les planches justement d'une scène comme Ben Khaldoun Voilà. ou ailleurs. Ou à l'étranger Ou aussi, carrément, elle serait elle une- représente très Oui, bien elle nous représenterait très bien, effectivement. la musique algérienne, l'andalou algérien. Je crois qu'il faut ouvrir les portes. Il faut pas En tout cas, laisser- ces derniers singles m'ont complètement séduit et j'espère qu'on les verra à la télévision, en radio et partout Inch'Allah, ailleurs. Inch'Allah. Mais des singles d'une qualité incroyable. Voilà. Mais on attend de les voir, bien sûr. Voilà. Le débat est clos par rapport à Mme Benallel. On Non, il est revient à notre lancé, le sujet. débat il est lancé. Il est lancé maintenant, on va parler santé. Oui. Docteur Benachanou, un sujet vraiment qui est important. Important pour messieurs, parce que voilà, le symbole de ce mois de novembre, ce sont des moustaches, n'est-ce pas? Oui, C'est une oui. moustache. Et bien sûr, et un ruban bleu qui symbolise la lutte et aussi toute la solidarité autour d'une pathologie en particulier, le cancer de la prostate. Oui, les femmes ont eu leur mois. Absolument. À juste titre, et il ne faut pas que ça reste uniquement le mois d'octobre. Il faut continuer et on fait de gros efforts pour la lutte contre le cancer du sein. Mais le mois de novembre, c'est le mois pour les hommes. Les hommes, pourquoi? Parce qu'eux aussi font face à des problèmes de santé. Ils risquent de faire face à des problèmes de santé s'ils ne prennent pas certaines mesures. Et le pire, c'est que comme le cancer du sein est en progression, eh ben, il est petit à petit rejoint par le cancer de la prostate. D'accord. Cette fameuse... alors, à chaque fois, je le précise, la prostate n'existe que chez les hommes. C'est étonnant, 2024, on me sert, et nous les femmes, la prostate n'existe pas chez C'est un les... organe c'est un typiquement organe. masculin. C'est une glande de la taille d'une petite noix qui se trouve associée, entre guillemets, incluse au niveau du système urinaire. Du système urinaire qui est extrêmement important. Le système urinaire permet l'évacuation des toxines. Parce que là, on est assis, on dort, les reins, le système rénal épure, et il épure notre sang de beaucoup de cochonneries qui sont dangereuses comme l'urée et autres. C'est une vraie station, non pas de dessalement d'eau de mer, mais c'est de dessalement, de nettoyage, De désintoxication. désintoxication, Voilà. de filtration, de nettoyage du sang. Pourquoi? Parce que là, quand on est debout, quand on travaille, quand on parle, quand on bouge, quand on vit, notre corps produit des toxines. Et le merveilleux système rénal, c'est par là que passent pratiquement tous les 5 litres de sang et qui sont épurés. Et l'urine, c'est très important, ça veut dire que notre corps, notre sang a été épuré. Regardez, et je les salue, les insuffisants rénaux dont les reins ne fonctionnent plus, et de ce fait, ils sont obligés d'être dialysés. L'épuration de leur sang, non plus par leurs reins qui ne fonctionnent plus, et entre parenthèses, il faut faire attention chez les hypertendus et les diabétiques, leurs reins ne fonctionnent plus. Regardez cet asservissement à l'appareil de dialyse, regardez comme c'est important ce système. Bon, on va revenir justement à ce cancer de la prostate. Oui, oui. Vous avez cité le cancer du sang. Chez la femme, effectivement, il y a des moyens de la palpation, entre autres, il y a les examens médicaux. La femme va souvent chez son médecin. L'homme, en revanche,
n'est pas très près des Voilà. médecins. Et c'est pour ça qu'on parle d'un cancer sournois, celui de Sournois. la prostate. Il n'est pas sournois. Un cancer continue son chemin, si je puis dire. Il est malheureux. Mais il y a des signes. La prostate, c'est une glande essentielle pour la reproduction. Je passe par beaucoup de... J'ai élargi. Et le travail, la sécrétion de la prostate est très importante pour permettre au sperme de l'homme d'être productif, entre guillemets. Mais il y a deux éléments qui sont importants. Et elle est située au niveau de l'appareil urinaire, la sortie de l'appareil urinaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la prostate? Il y a le prostatisme et tout ce... C'est une petite glande, comme j'ai dit, mais qui peut gonfler, qui peut s'épaissir. Et parce qu'elle s'épaissit, elle va un petit peu bousculer, comprimer les voies urinaires. L'appareil, surtout en la partie terminale. Donc là, le fait d'uriner, c'est quelque chose de physiologique, de bien étudié. Il y a le jet, ça doit être un jet et ça doit pas être ralenti. Lorsque l'homme, à partir d'un certain âge, est maintenant un âge très jeune, 40-45 ans, il a ce qu'on appelle des difficultés urinaires. Elles sont de toutes sortes. Soit c'est quelqu'un, à partir d'un certain moment, il se réveille la nuit pour aller uriner. Et à ce moment-là, lui-même est gêné, mais sa compagne, sa femme qui est à côté de lui, ou bien les enfants, ils font la remarque. Papa, tu n'as pas l'habitude... Tu t'es levé plusieurs fois cette nuit? Tu n'as pas l'habitude, tu te lèves souvent la nuit. Là, il y a deux attitudes et les médecins doivent en tenir compte. Quand c'est une polachéurie, c'est-à-dire qu'on se lève pour aller, là, soit deux possibilités. Soit c'est un diabète qui nous fait uriner, soit une augmentation du volume de la prostate. Si c'est, donc vous parliez de l'homme, dès qu'il y a ces signes-là, l'homme doit aller, c'est difficile et c'est dur. Il doit aller faire un prélèvement sanguin. Un prélèvement sanguin pour voir sa glycémie et tous ces éléments-là. Donc, si on ne trouve rien, Allah Ibarak, c'est pas l'histoire du diabète, reste la prostate. La prostate peut se présenter deux visages, si je puis dire. Soit c'est ce qu'on appelle l'HPB, l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est-à-dire qu'elle s'épaissit et il n'y a aucun problème. On va chez un neurologue par différentes explorations, on pourra dire, et ça se soigne et ça se traite. Il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où elle est diagnostiquée, l'hypertrophie bénigne, elle va diminuer de volume. Mais le deuxième aspect, et c'est là le plus dangereux, c'est le cancer de la prostate. Et à ce moment-là... L'hypertrophie, c'est ce qu'ils appellent aussi l'adénome? Il y a aussi cette forme d'adénome qui peut aussi faire que l'adénome prostatique. Voilà. Moi, j'ai présenté les deux aspects d'une façon beaucoup plus importante que ceux qui nous écoutent, et je n'ai pas dit celles. Que ceux qui à messieurs, aux messieurs, ceux qui nous écoutent, s'ils présentent ces deux signes, ou si on les fait remarquer. Il y a aussi un problème où on ne retient plus ces urines. Une incontinence qui L'incontinence qui est discrète mais qui existe. Donc, à partir du moment où on constate ces deux signes, où je constate l'homme concerné, il doit aller, comme j'ai dit, déterminer si c'est un diabète, sinon c'est un problème d'hypertrophie bénigne de la prostate qui était très importante, très courante, et le cancer était pas rare, mais il n'était pas préoccupant. À ce moment-là, il y a la prise en charge par l'urologue ou si c'est un cancer. Une chose extrêmement importante, malgré que l'on ne présente aucun signe clinique que j'ai évoqué, à partir de 40 ans, moi je dis à partir de 40 ans, il faut tester sa prostate parce qu'elle sécrète un produit qu'on appelle PSA. Le PSA, c'est l'acronyme de nom en anglais. À titre d'anecdote, quand on était étudiant,
PSA pour retenir le nom de cette, on disait Paris sportif algérien, parce qu'à notre époque, il était très développé. Et là, il faut surveiller sa PSA. Voilà. C'est important. Justement, docteur Benachnou, on dit souvent que cette pathologie, le cancer de la prostate, est asymptomatique et que souvent, il est découvert fortuitement après un examen clinique ou après un prélèvement sanguin dû à des perturbations urinaires, justement. Oui, là, c'est très important. Et c'est ça le plus... Votre position, elle est extrêmement importante. Parce que nous, on s'est habitués en Algérie à ce que lorsque la maladie s'installe, Voilà. on commence à courir. Or, moi, je me projette toujours dans la prévention. La prévention, c'est justement quand on est en bonne santé. C'est là où il faut surveiller, comme le lait sur le feu. Et c'est là le seul moyen actuellement de pouvoir surveiller, c'est faire son taux de PSA. C'est comme si on va faire une FNS, on forme une numération sanguine, on fait un taux de PSA et en fonction de certains chiffres, à ce moment-là, et si on est suivi par un urologue, à ce moment-là, il peut signaler l'enclenchement d'une certaine... il ne détermine pas le cancer de la prostate, mais les PSA, c'est comme si on jetait un coup d'œil sur la marmite, comment qu'elle va. Voilà, on a peut-être parmi les téléspectateurs aujourd'hui, M. Benachnou, des patients qui ont déjà été diagnostiqués, donc qui ont déjà voilà, compris qu'ils avaient la prostate. Alors, la prostate, le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, voilà. Souvent on dit juste le terme. Voilà. J'ai la prostate. Oui, en général, c'est ce qui se dit couramment. Et donc, voilà, ces personnes, est-ce qu'on peut leur donner de l'espoir? Est-ce que c'est un cancer dont on guérit? À quel stade on peut en guérir et comment est-ce qu'il se propage facilement? Voilà. Regardez, un cancer, c'est quelque chose. Si on le laisse faire, il fait à sa guise et il prend toutes ses aises. C'est pour ça que je reviens à la prévention. À la prévention, je dois surveiller mon ennemi. C'est mon probable ennemi. Je dois surveiller par une prise de sang. Parce qu'après, on va rentrer, si c'est un cancer de la prostate, c'est une prise en charge par les spécialistes, où il y a différentes techniques, différentes médications, il y a même des techniques chirurgicales, si je puis dire, et tous ces éléments-là. Mais très souvent, il y a eu une étude qui montrait que les hommes se préoccupaient beaucoup plus dans ce cas-là. Est-ce que je garderai ma virilité, ma libido, tout ça? C'est une question que beaucoup de spécialistes dans cette étude ont mis en avant. Je crois que là, avec l'amélioration des techniques, des médicaments, je crois qu'on peut continuer à avoir une vie normale. Mais ce qui est grave, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un cancer n'est jamais in situ. C'est au début, il est in situ, il est local et c'est le meilleur moment pour le traiter, à condition que l'on soit suivi, que l'on soit. Nous, c'est quand la situation s'aggrave, c'est comme pour le cancer du sein. C'est comme pour tous les cancers, effectivement. Moi, je me souviendrai toute ma vie d'une dame qui s'est présentée avec un sein comme une grenade, le fruit de la grenade. Oui. Vous savez, quand elle est trop mûre, elle se fendit, tout ça. Mais ce n'est pas ça qui m'a travaillé. C'est qu'elle mettait tchouelk. Vous savez ce que c'est qu'en arabe tchouelk? C'est les chiffons, tout ça, pour éponger les sécrétions. Mais ça, c'est le Moyen-Âge du cancer en Algérie. Maintenant, la prise en charge et la sensibilisation des patientes et je crois que le cancer de la prostate, c'est ça aussi. Il faut éviter, par exemple, le tabagisme, mais ce qui est important, c'est surveiller sa santé. C'est avoir une hygiène de vie et une routine de check-up une fois par an ou tous les 6 mois. Il y a une chose, les Algériens, nous, chaque matin, on remarque que parfois même un véhicule tout neuf, le matin, on lève le capot, on contrôle l'eau, les trucs de frein, tout ça. Mais notre corps... Il faut jauger aussi. Elle est toute neuve. Elle est toute neuve.
Non, mais pour son corps, pour sa santé, on laisse les choses. Et c'est là où il faut lutter contre cet état d'esprit. C'est quand les choses s'aggravent et que la maladie s'installe. Et ça, c'est pour tout. Par exemple, pour le diabète. Docteur, oui, je vous promets que le message est très bien passé. Inch'Allah. Inch'Allah. Ça y est. Donc voilà, c'est bien saisi. Donc la prévention avant tout, c'est le meilleur remède contre le cancer de la prostate. C'est un combat qu'on doit mener en Algérie. Et fort heureusement, la science évolue chez nous. Fort heureusement, on a des équipes formidables qui prennent en charge nos malades de fort belle manière. Et bien sûr, à travers vous, on salue toute la corporation des médecins. Mais je voudrais les réduire au chômage un petit peu par le nombre de cancers évités. Donc, ils ne vont pas se présenter. Vous voyez Absolument. C'est bien de le présenter de cette manière, en tout cas. Merci beaucoup, docteur Mérina Chanou. Nous allons continuer de parler médecine de toute façon tout de suite par le biais d'un reportage qui met en relief tout le savoir-faire de nos médecins à travers une transplantation cardiaque parmi les plus rares et réalisée avec beaucoup de succès. Donc voilà, on va suivre le reportage pour en savoir plus. C'est la toute première fois que l'équipe médicale de l'hôpital Mohamed Maouch à Mokran réalise l'implantation d'un cœur artificiel en Algérie. Ultime recours face aux cas critiques d'insuffisance cardiaque, cette intervention marque un tournant majeur dans le traitement des pathologies cardiaques graves. Cette intervention est une sorte d'implantation d'un moteur qui aide le cœur en cas de fatigue et qui améliore la circulation sanguine, afin que cette personne puisse vivre un quotidien équilibré et normal. Ce moteur est relié à des batteries rechargeables. Le taux de réussite de cette intervention est de 95% pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque définitive. Cette technologie a prouvé son efficacité en permettant une circulation sanguine optimale des artères vers les organes, contribuant ainsi à la récupération progressive des fonctions cardiaques. Cette intervention peut se faire dans deux cas. Le premier, comme thérapeutique définitive, lorsque le patient n'est pas en mesure de subir une greffe cardiaque. Le deuxième cas intervient de manière provisoire lorsque le patient est dans l'attente d'un greffon. La réalisation de cette intervention hautement spécialisée ici en Algérie est une excellente nouvelle pour les patients. Ce dispositif d'assistance du ventricule gauche apporte une nouvelle chance aux personnes atteintes d'insuffisance cardiaque avancée. Voilà qui est bien dit donc par rapport à ce volet santé qu'on va tout de suite refermer pour parler d'un autre chapitre. Un chapitre qui va être un moment de plaisir pour moi puisque voilà, je serai tout de suite en compagnie de Siham Kednouch et c'est un moment de plaisir pour moi. C'est une détente avant de poursuivre les débats. Bonjour Siham. Bonjour cher ami Oujraki. Ravi. Bah écoutez, pareil. Enchantée parce que habituellement je ne passe pas le week-end. Aujourd'hui j'ai le plaisir de te croiser Siham. Écoutez, tout le plaisir est pour moi de se réveiller comme ça, très tôt le matin, afin de faire un petit saut dans notre patrimoine oral. Et dans des choses qu'on a tendance un petit peu à négliger et à oublier. Voilà. Comme quoi, par exemple, Siham? Comme certains prénoms qui n'existent plus sur les registres de l'état civil. Et aujourd'hui, je n'ai pas fait exprès, je vous promets que je n'ai pas fait exprès. C'est une coïncidence parce que ce n'est pas prévu. J'ai choisi le prénom de Radia. Voilà, ben, aujourd'hui, on va parler de Radia dans la Alors, voilà, tout simplement. Voilà. C'est mon prénom. C'est votre prénom. Et il est beau, votre prénom. Il est super beau. Vous savez que la version masculine existe aussi. Nous avons Radia, mais à un certain temps, il y avait Radi aussi. Donc, Radia, qui dit Radia, dit Radi. Radi a très très vite disparu, remplacé facilement par Reda. Et une certaine période, il y a eu cette influence un petit peu orientale et il y avait des gens qui ont préféré la tonalité et la connotation un peu turque et persane et remplacé Reda par Reza. Bon, ok, Malish, on revient très vite à Radia. Très bien. Alors une question, d'ailleurs même les auditeurs peuvent essayer de répondre à cette question. Comment s'appelait la fille du prophète la plus célèbre? Moi, je connais Fatima. Très bien. Oui. Est-ce qu'elle s'appelait juste Fatima? Ah ben je sais pas. Très bien. Parce que la plupart des gens me disent ah oui, Fatima Zahra bint Mohammed. Ok. C'est vrai que dans les poèmes, dans les grandes poésies et dans la tradition, on la retrouve avec
ce prénom-là composé, Fatima Az-Zahra. D'accord. Il faut savoir que la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne portait qu'un seul prénom. Il n'y avait pas de prénom composé et vous avez tapé juste parce qu'on dit Fatima bint Muhammad et non pas Fatima Zahra bint Muhammad. Oui, moi je dis Fatima. Fatima, c'est juste Fatima. C'est encore une autre coïncidence. C'est fou. Alors, Fatima a eu des qualificatifs. Radia aujourd'hui. Mais surtout que Radia, alors on le retrouve dans les grandes villes. Oui. Alors énormément à l'est algérien, à Annaba, à Guelma. On le retrouve aussi à Constantine. On le retrouve beaucoup aussi sur Alger, Blida, mais pas beaucoup à l'ouest. Il faut dire ce qu'il en est. Pas beaucoup à l'ouest. Mais en tout cas, moi mes amis, j'en ai 3 à Radia. Et vous en faites partie. Eh bien oui, merci en tout cas. Donc on va parler de la signification. Peut-être que parmi les téléspectateurs, des personnes qui ne comprennent pas l'arabe. Radia est très spécial. En fait, c'est un participe présent qui dit la satisfaite. Celle qui est satisfaite de sa destinée, satisfaite de sa vie, celle qui accepte son destin. Et tout ça parce que c'est un petit peu les qualités de Fatima Zahra bint Muhammad. Je vous ai expliqué que Fatima, voilà, Fatima, c'est tout ça, c'est Radia, Hamid, Al-Batoul, etc. Tous ces prénoms, en fait, c'était des surnoms et des surnoms de Fatima. Et du coup, elle était satisfaite par son destin, par sa vie, parce que Rabbi Azawajal lui a donné. Et donc, du coup, c'est un joli prénom. C'est celle qui sera toujours satisfaite. Ahmed Rabbi. Donc ça, c'est un très, très... Et elle était l'épouse d'un homme remarquable. Oui, bien sûr. Elle était l'épouse de Ali ibn Abi Talib. Donc, cousin et gendre du prophète. Et gendre du prophète. Voilà. Et toute Radia, à travers l'histoire, bon, c'est un prénom qui est un petit peu... On dit Radiallahu anhu. Déjà, on dit Radiallahu, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Alors là, compagnons du prophète. Ça va dans les deux sens. Hein, ça va dans les deux sens parce que Kayin a un rida divin, ou Kayin un rida humain. Donc si le rida humain
est là, donc Rida divin est là aussi. Et du coup, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ça. Donc, un nom, c'est un prénom qui date quand même du, on va dire, 8e siècle, 8e, 9e siècle. C'est très ancien. Qui s'est retrouvé dans plusieurs civilisations, arrivé chez nous à partir donc de l'époque ottomane et bien installé, j'ai envie de dire, ils se sont bien comme chez lui, même que l'Algérie et un petit peu aussi la Tunisie connaissent ce prénom qui malheureusement aujourd'hui qui continuera en tout cas d'exister dans la mémoire collective parce qu'il est présent dans le Coran, dans le Saint-Coran. C'est un terme qui est cité dans plusieurs versets coraniques. Exactement. Mais ce qui est super bien, c'est que on n'oublie pas, c'est clair. Seulement, il n'y a plus de petites Radia. Ah oui, il y en a de moins en moins maintenant. Il y a une certaine génération. On a des Inès et des Yara. Voilà, il y a d'autres sonorités qui ont pris le dessus. Mais ce genre de prénoms qui nous ressemblent un petit peu, qui ont marqué une génération, bon, vous allez me dire, c'est normal, les prénoms, ça change, les prénoms, ça va d'une part à d'autre, d'un continent à l'autre, ça voyage, etc. Ça se transforme aussi. Je vous dirais oui, mais quand même, parce que chaque prénom raconte une histoire, et porte une énergie aussi. Donc, en tout cas, le mien, moi, j'ai toute une histoire autour aussi. Vous pouvez la raconter, hein, ouais, un séjour où la lanterne est non, à ma naissance. Donc, j'allais être plusieurs, plusieurs personnes essayaient d'influencer ma mère à ma naissance et ma grand-mère a fait le voyage pour assister justement à ce moment très important de la naissance de sa petite fille et pour insuffler dans l'oreille de ma mère ce prénom en particulier. Donc elle est venue porteuse de cette volonté. Et ça a été exaucé. C'était son vœu. En tout cas, c'est très très joli. Et j'avais une voisine dont le fils et la fille, c'était Radi et Radia. C'est mignon. Voilà, c'était Radi et Radia. Malheureusement, Radi a complètement disparu. Un peu quand même. Je pensais qu'il avait disparu, qu'il avait quitté ce monde. Non, il a disparu des états civils. C'est-à-dire que et Radi vient aussi de Annaba. Oui. Donc ça, c'est une qualité. Radi et Radia, c'est très beaunois, j'ai envie de dire. Chez nous, en Algérie, c'est très beaunois comme prénom. Après, il y a eu les grandes villes, Constantine, Alger, etc. Voilà. Merci, Siham. Une autre fois pour un autre prénom. Avec plaisir. C'était un plaisir, un régal ce matin avec vous, Siham. On rappelle un petit peu le rendez-vous de Le Compte est bon. Oui, alors Le Compte est bon, ça va être les mercredis à 16h30. C'est une émission de conte où le conte est travaillé avec les enfants. Il est monté avec les enfants, c'est interactif. Donc c'est eux qui construisent leurs héros, qui construisent les événements. Ils ne sont pas passifs, les enfants sont là, ils écoutent. Et voilà, donc c'est un rendez-vous que je vous donne. Le Compte est bon, les mercredis à 16h30, il y a une rediffusion bien sûr le vendredi et puis le samedi aussi. Un programme à regarder en famille avec vos enfants, vos enfants. Qui a dit qu'une histoire c'est juste pour les filles? Absolument. Merci beaucoup, Siham. Mais je vous en prie. Bon vent pour cette semaine, en tout cas. Et aussi, j'espère que toutes les personnes qui nous regardent passeront un excellent week-end, où qu'elles soient. Alors, tout de suite, sans plus tarder, on va baigner dans l'univers artistique, notamment avec ce reportage signé Hamid Rebouh qui met en relief le talent de l'artiste et plasticien Kichou. Et on se retrouvera juste après pour accueillir nos invités qui nous viennent de très loin. Vous le verrez. À tout de suite. C'est à la galerie Richard Haddad à Alger que l'artiste Nourdine Kichou expose une vingtaine de ses œuvres sous l'intitulé Liens de la nature et du patrimoine. هذا معرض وشائج الطبيعة والتراث فيه يعني حوالي 29 عمل فني كلها حول التراث الجزائري العريق المتنوع الثري والمتنوع كذلك يعني فيه يعني الهندسة المعمارية القديمة فيه بعض يعني المناظر الطبيعية من ولاية سطيف باتنا بسكرة يعني تقريبا الجزائر تقريبا فيها يعني عدة يعني أعمال من مناطق مختلفة. L'artiste peint les traditions socio-culturelles et des paysages pastoraux
avec un choix judicieux de couleurs. Deux de ces toiles nous invitent à la réflexion. Sur la première, il célèbre le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. Sur l'autre, il soutient la cause palestinienne en représentant les décombres de la ville de Gaza qui vit sous les bombardements de l'armée de l'entité sioniste depuis plus d'une année. أنا أعتقد أنه أكثر شيء يجب أن يهتم فيه الفنان الواعي الملتزم أن يحاول إيصال فكرة التراث القديم والهوية وترسيخ يحافظ على ترسيخ الهوية للجيل الجديد. فأعجبتني كثير هذه المحاولة في لوحات الفنان القدير نور الدين قيشو، أنه كل اللوحات فيها لمحة من هذه الفكرة. الفنان يحاول أن يمد نظري كزائر للمعرض، يمد نظري إلى أماكن بعيدة لم أزورها. أنا لحد الآن لم أزور سطيف، لكن من خلال هذه اللوحات كأنني زرتها، فأخذت فكرة عن سطيف وعن الطبيعة وعن التراث وعن الأجواء هناك يعني. فهذا شيء مهم جدا برأيي، أن الفنان يحاول ترسيخ هذه الهوية للزائرين وللزوار وللأجيال القادمة. يعني ممكن أنه هناك أشخاص لم يزوروا الجزائر حتى والبلد، لكن من خلال اللوحات والأعمال الفنية يأخذوا فكرة عن الجزائر، عن الهوية الجزائرية، عن التراث الجزائري. وإضافة إلى ذلك أنا أحببت الأعمال بسبب أن الأعمال تجمع بين التراث التاريخي وبين الطبيعة الخلابة للبلد، وأيضا الثورة الجزائرية المجيدة. وحتى هناك بعض اللوحات عن غزة وعن غزة الجريحة وما تعانيها هذه الأيام. يعني الفنان لم يترك العمل الفني فقط لجانب محدد، وجمع بين الجوانب المتعددة أيضا. Par ce travail, Quichou véhicule un message écologique, celui de l'importance de sauvegarder la nature en déplorant la perte progressive des composantes patrimoniales de la campagne. Victor Hugo يقول sous le bras du platane où le lierre est épais, qui couvre la cabane d'une ombre de paix, et la rosée en pluie, elle brille à tout rameau, et le rayon qui essuie la poussière d'eau. Vive l'amour, il neige au printemps. أنا دائما نقول أن البلاد اللي فيها فنانين هي بلاد حية، والبلاد اللي ما فيهاش فن هي ميتة. وجون-Paul Sartre lui-même lui dit on lui a posé une question sur la musique et la peinture. Il a dit je m'imagine mal un paradis sans musique. Si on enlève la musique, qu'est-ce qui reste? Si on enlève les beaux-arts, c'est-à-dire en général l'art. Et c'est ce qui est précis. الإنسان ما يخلقش، ما يبدعش، ما عندوش صورة جمالية في مخه. كيف حبيته يفيد في المجتمع؟ C'est la meilleure forme d'éducation. Le style de Nourdine varie entre l'impressionnisme et le réalisme. C'est une immersion dans un univers plein de couleurs. Il y a des tableaux qui représentent bougies en hiver. Il y a aussi Tizi Ouzou, il y a aussi la nature, aussi c'est la ville, enfin c'est l'Algérie. C'est l'Algérie, la nature de l'Algérie. Tous ces reliefs-là qui représentent l'Algérie automatiquement, ce sont des très beaux tableaux. C'est extraordinaire, c'est la nature, c'est extraordinaire. Je ne peux rien dire d'autre. L'Algérie, c'est un continent, ce n'est pas un pays.
Les œuvres de Nourdine Kishou invitent celles ou ceux qui visitent la galerie Aïcha Haddad à la contemplation, à la réflexion et au ravissement. Voilà, c'était là un reportage signé Hamid El-Bouh, un très beau voyage à travers l'art pictural qui nous a permis justement de voir des régions très belles sur ces cimaises. Et bien sûr, l'une de ces régions, bien sûr, ce sont ces montagnes majestueuses du Djurdjura. Et donc nos invités viennent de là, pour être plus précise, d'un village, la commune d'Eit Bouaddou en l'occurrence est représentée ce matin par les invités que je vais tout de suite vous présenter. Donc honneur aux dames tout d'abord. Donc voilà, le caméraman ne va certainement pas être content. Là je viens de poser une tête à l'avant. Et donc bienvenue à Madame Fadila Cherifi. Bonjour. On est ravis de vous avoir parmi nous. Moi aussi. C'est un honneur d'être avec vous. Oui. Ça fait un plaisir aussi d'être parmi les exposants à cette foire forum abritée par votre communauté, plutôt que localité. Oui. Quand M. Amir m'a appelé, c'est vraiment, j'ai vraiment l'honneur de participer à la foire forum. Très bien, vous avez cité un nom, celui d'Amir Saïd, ici présent. Il s'agit du vice-président justement de l'Assemblée populaire communale d'Eit Bouaddou. Et pas que, parce que vous avez été justement celui qui a coordonné ce bel événement à travers votre poste, bien sûr, à l'APC. Donc, bienvenue parmi nous. Bonjour, bonjour. Donc, je dirais même bonjour aux téléspectateurs, l'ensemble des téléspectateurs. Je suis ravi d'être ici avec vous. C'est un honneur. Eh ben, tout le plaisir est pour nous, hein. Tout le plaisir est pour nous, en tout cas, dans la mesure où vous êtes vraiment un passionné autant que les personnes ici présentes. Et donc, on va passer à celui qui a lancé cette idée il y a 3 ans. Et il est parmi nous ce matin. Il s'agit donc de M. Mohamed Amqaran Abdelli. Vous êtes concepteur de cette foire forum, vous l'avez lancé et puis ça y est, la pérennité est là. Le bébé grandit de plus en plus. Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup. C'est toujours un réel plaisir de venir sur votre plateau. Merci à Canal Algérie, merci à Bonjour d'Algérie. Du coup, on a continué sur ce concept en apportant une touche de l'innovation sur tout ce qui touche la montagne, parce que cette année-là, c'était sous le thème pour une politique nationale de la montagne et pour un développement local solidaire. Voilà, dans le cadre de ce développement, beaucoup de noms sont apparus, beaucoup de participants ont rejoint cette locomotive. Et bien sûr, je cite là M. Salim Irtiah. Oui, votre nom n'est pas facile à prononcer, mais bienvenue quand même. Bonjour. Monsieur Irtiah, voilà, on est ravis de vous avoir parmi nous. Ravis de savoir que vous avez été intéressé par cette foire forum et que vous avez participé normalement pour la première fois, n'est-ce pas? Pour la première fois, j'ai présenté mes produits. Il y a eu beaucoup de rencontres, il y a eu beaucoup d'échanges et voilà. Et vous avez été parmi les lauréats de ce concours qui a été lancé dans le cadre de cette programmation. Hein. Vous faites partie du trio, justement, les meilleurs exposants. Et donc, vous avez reçu cette médaille que j'ai entre les mains, n'est-ce pas? Voilà. Félicitations. Hein. Félicitations. Merci beaucoup. On revient à vous, M. Abdelli. Donc, l'idée, c'était, donc, vous le disiez, de mettre en valeur le savoir-faire, n'est-ce pas, de nos artisans, de nos agriculteurs. Exactement. Donc, l'idée, c'était déjà de sortir de l'événementiel classique en ce qui concerne l'artisanat et les produits du terroir. Et cette année-là, on a pensé, bon, c'était l'idée déjà à la base, mais cette année, on a pensé que c'était nécessaire aussi de repartir sur une idée on va innover en matière de l'entrepreneuriat rural. Donc, il y avait les produits de terroir, les produits de l'artisanat et l'agriculture. Et cette année-là, on a rendu un vibrant hommage à nos référents en matière de l'agriculture de montagne qui nous ont quittés, pour préserver déjà leur mémoire et pour préserver la mémoire de la montagne. Ça veut dire qu'on a rendu un hommage à un connaisseur aussi de la montagne, à une artisane aussi qui nous a quittés depuis une année, et aussi un amoureux de la randonnée de montagne, et bien sûr à tous
à toutes les personnes qui s'intéressent à la montagne, parce que cette année-là, on a vraiment souhaité travailler sur la montagne pour enrichir le débat déjà sur la montagne, sur les politiques de développement de la montagne, et pour aussi envoyer des recommandations, parce qu'on est déjà en pleine rédaction Il y a un du rapport. plaidoyer qui a eu lieu. Voilà, un plaidoyer déjà, que ce soit à la collectivité locale, même au niveau central déjà, pour les éclairer sur la situation, parce que nous, on est très très attachés au terrain, à notre terre, espace, à la montagne, à ces exactement, espaces à notre d'une espace grande rural, beauté. à cette dynamique aussi de la montagne. Donc, c'était l'idée. Donc, il y a eu de l'animation, beaucoup de partenaires. Je remercie déjà le Parc national de Djurdjura par le secteur de forestier de Téléguilef. Ensuite, il y a eu déjà de la formation, parce que la formation elle était assurée par l'Institut Letma de Tizi Ouzou, que nous remercions de passage. Donc, vraiment, c'était une concertation autour du développement local collaboratif. Oui, on voit justement cette belle exposition abritée par une école primaire justement de la commune d'Aït Boadou, mise à la disposition de tous les participants par l'Assemblée populaire communale, donc représentée par vous, Monsieur Amir Saïd, ce matin. Alors justement, qu'est-ce que ça apporte, un tel événement? Qu'est-ce qu'il apporte à cette commune qui a des spécificités, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Cette commune, la spécificité, c'est une commune touristique par le lac Oglumim, c'est un site très convoité par les randonneurs, bien sûr. Effectivement. Donc, à travers cette manifestation Far Forum, nous allons donner plus d'impact, de sensibilisation à cette région touristique. Moi, j'ai envie de dire que ça met en valeur tout le savoir-faire de la région, ça donne de la visibilité à des personnes qui en ont besoin, en fait, et qui ont... ça vous permet, vous, en tant qu'Assemblée populaire, de sonder, de voir les besoins des gens, n'est-ce pas? Bien sûr, ça nous permet de voir, bien sûr. Bon, nous avons remarqué, si on revient 20 ans, 30 ans, il y a des activités qui sont en voie de disparition. Donc, avec cette activité, cette Far Forum, nous espérons le rétablir et les valoriser. Voilà, créer une relève, j'imagine. C'est ça. Depuis tout à l'heure, quand vous avez parlé, quand M. Abdelli parlait, Mme Chérifi Fadela a acquiescé de la tête. Elle a beaucoup hoché la tête, ça veut dire qu'elle est d'accord avec tout ça, elle le vit pleinement. Et donc voilà, cette foire, vous y avez participé depuis le début, hein, c'est votre troisième participation. Vous y croyez? Oui, la première, la deuxième et la troisième édition. Très bien. J'ai participé les trois. Oui. J'essaie d'améliorer mon produit parce qu'avec la rencontre des gens, les participants d'autres wilayas, j'essaie le maximum d'améliorer mon produit. Bah oui, vous avez proposé cette fois-ci tout un panel de produits parce que à la première édition, il y avait juste quelque chose, il y avait juste un plat, n'est-ce pas, il me semble. Alors parlez-nous justement de ce plat qui est présent d'ailleurs sur notre table ce matin. Donc ce plat, c'est un plat algérien, mais beaucoup plus c'est kabyle. Ce plat est trois... Ça me rappelle Tmina dans ma région. Vous pouvez juste avec le miel devenir Tmina. Va devenir Tmina. Très bien. Avec le miel, le vrai miel. Il s'agit de quoi? Donc, il s'agit ça s'appelle comment déjà? Il s'appelle Taboust ou bien Hercule. D'autres gens lui appellent comme ça. Oui, appellent comme ça. Donc, c'est la farine d'orge plus la farine de blé et le pois chiche, mais pas vraiment c'est de la farine, juste c'est un peu moyen, c'est... D'accord, légèrement concassé. Voilà, légèrement concassé. Et donc il y a des proportions à respecter, vous savez comment doser les choses? Donc la première c'est de l'orge, la grande quantité de l'orge, la deuxième c'est le blé, ou bien le contraire, parce que chacun comment ça se consomme. Donc ici c'est le blé, la première place.
La deuxième, c'est l'orge. Et le troisième, c'est le pois chiche. Très bien. Et en le mélangeant avec l'huile d'olive. Très bien. Et Local, j'imagine. Vous avez vos arbres, vous avez vos oui, oliviers. Oui. Très bien. Le blé, c'est dans notre... oui, dans la région, jardin, oui. dans votre jardin. Oui. Excellent. Donc, avec la figue sèche. Ça s'accompagne avec voilà, ça s'accompagne avec la figue sèche. Et on va faire comme ça. Et c'est excellent pour la santé, moi, c'est excellent pour la santé. C'est vrai que la sèche va apporter ce goût un peu plus doux. Ça va adoucir par le sucre. C'est sucré-salé. Voilà. C'est sucré-salé. C'est un plat sucré-salé. C'est consistant et c'est un fortifiant en plus. Oui. Donc les Kabyles se ramènent ce plat lorsqu'ils vont y aller les champs, par exemple, pour, ils ont les joues toutes roses après ça. Voilà. voilà. Ils sont en forme. Et le ventre toujours là. Voilà, ils sont rassasiés, c'est excellent. Donc il y a une satiété, une sensation formidable qui donne de l'énergie pour mettre du cœur par la suite à l'ouvrage. Voilà, c'est avec beaucoup de cœur que vous avez justement élargi cette gamme de produits. Vous avez maintenant des confitures de fruits et de légumes. Ouais. Vous avez plein de produits. À part les légumes et les fruits, qu'est-ce que vous avez aussi? Donc, les confitures, c'est des confitures bio, c'est naturel, sans conservateur, sans arômes. C'est les arômes, juste le citron, le zeste et le jus. Ce confiture, par exemple, celui-là, c'est la citrouille. Jus d'orange, le jus de citron et le zeste. L'essentiel, c'est que c'est sans conservateur. Sans conservateur, sans colorant, c'est naturel, 100%. C'est très bon pour la santé. Donc, pendant que certains s'intéressent aux produits de la ruche, vous développez aussi les produits dérivés de l'arbre qu'on aime tant, c'est l'olivier. Donc il y a la production d'huile d'olive dans votre famille. Toujours. Elle est limpide, elle est magnifique. Et il y a, à part l'huile d'olive, c'est les dérivés. Vous faites aussi de la pâte d'olive. Oui, la pâte d'olive. C'est les olives qu'on fait naturellement. Et des noyautés séchées, des noyautés écrasées. Écrasées. C'est tout un processus. Avec l'huile d'olive et ça devient, c'est de la pâte d'olive ou bien c'est la tapenade. C'est la tapenade. C'est magnifique, c'est magnifique. En tout cas, ça fait partie de votre héritage familial. Oui. Ça se travaille en famille. Il y a de la tuisa dans ces travaux, il y a du cœur, il y a de la solidarité. Qu'en est-il de notre ami ici présent, donc Salim et Rtia? Oui. Voilà, est-ce que aussi vous travaillez en solo ou en équipe ou en famille? Je travaille en équipe, en famille. Je travaille avec mon frère. Très bien. Voilà, et là j'ai ramené les produits que j'ai exposés. Et que vous ont valu justement cette oui, parce qu'ils sont faits nomination. avec des produits qui sont présents, ils sont disponibles dans notre localité. Par exemple, ici on a le savon C'est toute une noir. gamme de savons. Toute une gamme de savons, mais là il n'y a que des savons avec des produits naturels, avec des produits qui sont présents dans notre localité, comme l'huile d'olive. Là on a le savon noir avec de l'huile d'olive et du miel aussi. Le miel, il a beaucoup de vertus. Ça, c'est un savon exfoliant. Après, avec le miel, ça resserre les pores. Vous savez que les pores, quand ils sont ouverts, c'est une source de bactéries. De problèmes. Et donc, ça préserve, j'imagine que ça protège. Après, là, on a notre produit phare. Ah, très bien. Là, je me suis lancé un défi. D'une grande rareté, parce que je crois que vous êtes le seul à le faire. Oui. Pratiquement, on est les seuls à le faire en Algérie. Alors, il s'agit de quoi? Ça va étonner les téléspectateurs. Il s'agit du savon au lait d'ânesse. D'accord. On a notre propre asinerie. On fait la traite manuelle. On récupère le lait. On a une fabrique juste à côté de l'exploitation. Voilà, on a beaucoup de... Vous avez vu ça ailleurs? Comment vous est venue l'idée d'exploiter le lait d'ânesse? Oui, j'ai vu ça ailleurs. Même les grandes marques mondiales sont tournées vers le lait d'ânesse par rapport à ses vertus curatives, à ses vertus apaisants pour la peau. Voilà. Après, on a d'autres savons. On a le savon au miel.
Et ça n'a pas étonné les visiteurs quand ils vous posent des questions, comme vous dites le lait d'ânesse. Oui, comment ils réagissent? Il y en a qui connaissent, avec les médias maintenant et l'Internet et tout ça. Ils ont l'information. Il y en a qui ne connaissent pas, qui sont étonnés. Voilà. Après là, on a un savon miel. On a un savon aussi qui est très rare. C'est le savon au lentisque pistachier. Lentisque ou lentisque de Kabylie. Alors il a des vertus pour tout ce qui est cicatrice, des éraflures. C'est un cicatrisant. En plus, c'est un antiseptique, antibactérien. Il est beaucoup utilisé comme un savon intime. Voilà. Ce qui est le plus important, c'est qu'il soit naturel et bio, parce que vous êtes chimiste, n'est-ce pas, à la base? Vous avez travaillé avec des produits. Maître savonnier. Voilà, maître savonnier, mais avant, vous aviez produit des crèmes qui ne pouvaient pas être à 100% naturelles. Hein. Il fallait quand même des conservateurs. Oui. C'est possible avec des conservateurs naturels, mais ils ne seront pas accessibles. Oui. Et ça revient cher aux clients. Donc, voilà, par fidélité à cet engagement vis-à-vis de la création de produits bio, naturels, vous avez choisi de développer cette gamme de savons et qui a été très appréciée. Donc voilà, qu'en est-il des échanges? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté cette édition? Quelles ont été vos découvertes? Dites-moi. Les découvertes, j'ai découvert pas mal d'artisans, pas mal d'éleveurs aussi et des apiculteurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la prise de contact. Oui. Parce qu'on va lancer d'autres produits avec de la propolis, avec du miel et tout ça. Vous avez besoin de fournisseurs. Et c'est ça la beauté d'un tel forum foire, parce qu'il met en connexion tous ces éléments, tous ces acteurs de la vie agricole, de l'agriculture de manière générale, mais aussi de la production artisanale. Exactement, c'est pour ça qu'on a encouragé la concertation, les échanges, et aussi on accompagne, parce qu'on a misé déjà sur le choix et la sélection des participants, parce qu'il y a l'après-événement. L'après-événement, on va se concentrer sur l'accompagnement déjà des artisans et le réseautage. Parce que pour déjà valoriser ce genre d'activité génératrice de revenus, donc il faut les encourager, il faut les orienter, il faut les former, il faut les accompagner. Un accompagnement selon le diagnostic qu'on a déjà fait sur le terrain, ou bien en visitant déjà les stands, ou bien même dans les visites prochaines qu'on va effectuer chez les artisans, que ce soit les lauréats ou bien les artisans ou bien les paysans qui ont déjà une compétence ou bien un potentiel pour développer leur activité. Du coup, c'est pour ça que... Est-ce qu'il vous a fallu un plan marketing important, ou est-ce que vraiment ça fonctionne déjà comme avant, le bouche à oreille? Comment ça se passe pour votre événement? Ça se développe d'année en année, donc on essaie aussi, bien sûr, grâce aux médias tels que Canal Algérie, ou bien votre émission aussi, il y a les réseaux, il y a aussi notre réseau aussi professionnel, on est en train de tisser des relations, que ce soit en plan professionnel ou bien sur le plan médiatique. Pour la première fois, on a eu une couverture médiatique d'un professionnel, juste après l'événement, notre présence sur votre plateau. Donc, on est en train aussi d'avancer doucement, mais sûrement, déjà pour dire qu'il y a une concertation, un diagnostic qui doit se faire avant déjà d'aller dans l'événementiel ou bien d'aller dans les activités génératrices de revenus. Je rappelle juste, si vous permettez, madame, que cette commune a déjà une expérience dans les projets de coopération internationale. Elle était classée par les meilleures communes grâce aussi à l'apport des partenaires. Donc il y a cette concertation, la collectivité locale, le parc national de Djurdjura, l'université. Donc c'est une sorte de triade de concertation qui a fait qu'aujourd'hui, il suffit d'une idée, il suffit aussi d'un apport de l'expertise nationale pour dire qu'on peut travailler sur ce concept. Voilà. Vous allez conserver cette date pour l'année prochaine, l'édition prochaine. Vous vous préparez, j'imagine, déjà pour le mois de novembre. Ça a toujours été le mois de novembre? Oui, c'est passé, cette année on a choisi en concertation. C'est bien de fidéliser comme ça. On est en train de le fidéliser parce que c'est les vacances aussi de novembre. Ça donc vous faites coïncider avec les vacances. Mais cette année aussi, vu déjà l'intérêt à cet événement, il y a eu même des recommandations pour l'organiser 2 fois par année. Ah, c'est formidable. Le printemps
et les vacances La de foire, novembre. voilà, la foire du printemps, celle de l'automne, et ça fera Exactement. deux beaux événements pour nos artisans ici présents, hein, Fadela. Vous en seriez contente, vous aussi? Oui, bien sûr. Excellent. Donc voilà, ce fut vraiment un plaisir de vous recevoir. Ce fut vraiment un plaisir de découvrir cette dynamique voilà, et cette magie qui a opéré du côté du Djurdjura, à Aït Boadou en l'occurrence. Merci donc à monsieur le vice-président de la commune, de l'Assemblée populaire justement de cette commune. Et merci également aux artisans qui étaient avec nous ce matin. Merci à M. Abdelli, donc, qui est à l'origine de cette idée. Et bravo donc à toute la communauté. Et aussi, ça a profité aux agriculteurs. On terminera sur ce mot. Bien sûr, ils sont contents. Bien sûr, ils sont contents. Donc, sincèrement, chaque fois que l'événement s'approche, les gens me Vous se préparent, ils mettent en valeur leurs plus beaux produits. Et ce sont ces événements qu'on apprécie en général, ce sont les plus beaux. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir et on vous souhaite un bon voyage de retour dans cette belle région très touristique, on le disait au début. Et justement, parlant de tourisme, on va vous faire découvrir aussi une autre région tout aussi belle, Bordzemmoura en l'occurrence, dans ce reportage touristique. Et on retrouvera nos derniers invités juste après. Située à 30 km au nord-est de Bordj Barerij, sur les hauteurs des Bibans, la commune de Bordzemmoura, culminant à 1200 mètres, est surnommée, à juste titre d'ailleurs, la ville de la montagne dominante. Construite à flanc de montagne autour d'une mosquée, la cité date du Xe siècle et reste debout, témoin probant d'une succession de civilisations antiques. Au détour d'une ruelle sinueuse, nous pénétrons une vieille maison laissée à l'état brut pour que la mémoire demeure et ne meure. Nous nous trouvons à présent dans le contrebas de la cité de Zemmoura. Ici, c'est le plus vieux quartier appelé quartier Hlima. On s'y déplaçait jadis à dos de baudet compte tenu de l'étroitesse des quartiers. Ce quartier englobe également l'ancien collège datant de la fin des années 30, outre nombreux sites et vestiges qui comptent l'histoire. L'histoire raconte que Bordzemmoura constituait à une époque lointaine une zone de passage, un véritable carrefour commercial florissant. Les Ottomans l'occupèrent après le passage des Romains. Elle est aujourd'hui un pôle touristique, historique et religieux incontournable. La commune de Zemmoura est une véritable attraction touristique. Les civilisations romaines et ottomanes y ont laissé leurs empreintes. Et pour faire découvrir la beauté de la cité, je me suis lancée dans un projet d'une maison d'hôtes afin de pouvoir recevoir les touristes en quête de découverte et de dépaysement. La wilaya de Bordj Barerij est, grâce à sa position stratégique en tant que lien entre le nord et l'est du pays, ainsi que les villes côtières et le sud du pays, se distingue par un tourisme aux multiples facettes, culturel, historique et surtout cultuel, compte tenu des nombreuses mosquées et zaouïas qui se trouvent dans la commune de Bordzemmoura. Avec ses ruelles étroites, ses allées en pierre, ses portes en bois, Zemmoura gardera jamais le cachet et le vestige des civilisations qui s'y sont succédées. Elle demeure à présent une nature féerique et une architecture typique d'une cité unique rappelant les villages grecs d'autrefois. Et après cette belle virée à Bordzemmoura, qui a été offerte par notre collègue de service reportage Saïda Mayouf, nous revenons à Alger. Alger, donc, dont l'une des salles de spectacle va vibrer au son andalou avec justement la doyenne des associations andalou. Il s'agit de l'association algérienne El Monseliya. Donc bienvenue aux membres de cette association et j'ai nommé là bien sûr Madame Lamia Touati. Bienvenue. Merci. Ravi de vous recevoir ce matin. C'est un grand plaisir. Et ravi également de recevoir avec vous Youssef Boudouen,
Donc vous tous les deux, vous faites partie de cet ensemble qui va être sur les planches ce soir, n'est-ce pas? Inch'Allah. Voilà, vous êtes heureux, content, j'imagine, de retrouver le public. Toujours. Ouais, toujours content de partager des moments de plaisir, de chant, d'échange avec le public également. Oui. Et donc, Inch'Allah, ce soir, ça sera une nouvelle halte. Une halte qui a ses spécificités parce qu'elle sera marquée par le Medih Dini, n'est-ce pas? Voilà, c'est une soirée Medih essentiellement et ça va être particulier, c'est beau aussi, c'est plein d'émotions. Ce sont des poésies et des mélodies chargées d'émotions. Tout à fait, cette soirée, رانا في شهر المولد النبوي الشريف Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, en cette occasion, c'est notre premier spectacle qui sera organisé pour la rentrée, donc après la rentrée musicale. Très bien. Et donc, il sera, ce spectacle sera consacré justement au Medih Dini, chant religieux, donc soit dans le mode. Donc la soirée sera organisée en 3 parties. Avant de parler de ces 3 parties, on va parler peut-être de la participation féminine à cet ensemble. Est-ce qu'elle est majoritaire, minoritaire, où en êtes-vous justement dans l'ensemble? Bon, on n'est pas très nombreuses, mais assez pour former une belle voix féminine quand même, oui. Excellent. Donc vous jouez d'un instrument. Vous avez un instrument de prédilection, le kouitra, non? Oui, non, pas le kouitra, c'est le violon. Vous, c'est le violon, pardon. Je suis violoniste, oui. J'ai commencé à la mandoline et maintenant c'est le violon. Très bien. Toujours des instruments à cordes en tout cas. Ah oui, oui. Donc voilà, pas trop dépaysé entre la mandoline et le violon, quoique les sons sont complètement différents. C'est différent, puis il y a quand même pour la mandoline un médiateur, mais pour le violon c'est un archer, donc il faut vraiment... C'est très physique. Oui, c'est très physique. Et puis surtout, il faut être dans la même mesure, on va dire. Oui. Voilà. Dans la même mesure, je pense qu'il y a une tradition, un ancrage dans cette association. On va parler. Allez, on ouvre une parenthèse d'histoire. Parce on a dit tout à l'heure que c'était la doyenne, cette association. Oui. Alors, en termes d'histoire, puisque vous avez parlé on l'appelle souvent le Mawsilia, mais il n'y a pas de Mawsilia, mais d'abord il faut savoir que le Jazairiya al-Mawsilia a été la première association à faire intégrer l'élément féminin au niveau donc de l'apprentissage. Toutes les associations qui existaient avant, l'élément féminin n'était pas donc au sein de l'orchestration, formation, de la formation. En 1964, Sidi Ali Ben Marabat, qui était le président, et c'est un parent donc à Lamia, Touati, il a eu l'idée donc d'intégrer au sein de l'association des filles, donc qui étaient en âge donc primaire, CEM, lycée, etc. C'est comme ça que la tradition, aujourd'hui, il n'y a pas un ensemble de musique andalouse où on n'a pas l'élément féminin d'Erl. Absolument. Pour revenir à l'histoire, donc, le Jazairiya al-Mawsilia est une association connue, formée d'un nom composé, le Jazairiya. Association créée en 1930. C'était à la base une association. Oui. Voilà, la deuxième association, al-Mawsilia, par référence à Ibrahim et Ishaq al-Mawsili, elle a été créée en 1932. Il y a eu fusion entre ces deux associations en 1952. Et à partir de 1952, le nom qui est devenu donc al-Jazairiya al-Mawsilia, mais bon, disons qu'elle est plus connue sous le nom de Mawsilia tout court. Voilà, le Mawsilia a pris le dessus parce qu'il y a des référents qui nous ramènent à cette musique savante, classique, très belle. Donc voilà, la fusion s'est faite en 1952 et depuis, donc, vous fonctionnez en toute harmonie. L'apprentissage est au cœur justement de la préoccupation de l'association. Et voilà, il y a différents
répertoires que dans lesquels vous voyagez, vous faites voyager le public, n'est-ce pas? Ah ben oui, quand on aime la poésie, oui. Oui, parce que c'est quand même de beaux textes. Et on voyage à travers tous ces textes, effectivement. Très bien, vous finissez par les apprendre par cœur, mais bon, vous pouvez toujours... Oui, parce qu'on va dire que d'abord, le Jazaïa Al-Mousselia, c'est une école d'apprentissage, parce qu'on a quand même plusieurs classes, à commencer par la classe d'initiation pour les tout-petits, classe préparatoire, moyenne, demi-supérieure et la classe supérieure en finale. Mais on va dire qu'il n'y a pas de solfège, c'est à l'oreille musicale. Et donc les textes, c'est pareil. Et il faut les apprendre, absolument. On finit par les apprendre à force de les jouer. Absolument, oui. Et tout, oui. Et puis c'est quand même un répertoire qui fait partie du patrimoine. Donc on les apprend. Voilà. Voilà, gros plan en cette soirée sur le Madih Dini, essentiellement. Donc on revient à cette programmation, vos choix justement artistiques pour cette belle soirée. Donc la soirée d'aujourd'hui est marquée sous le signe du Madih Dini. Cette soirée sera donc se déroulera en 3 grandes parties. Une première partie où l'ensemble, donc la classe supérieure, va présenter une Nouba Djed dans le mode Hassin. Ça c'est la première partie. La deuxième partie sera consacrée quant à elle à la présentation donc du Nouba Rahawi. Rahawi qui est donc un mode très très connu qu'on chante généralement dans le Moulid Nabawi, etc. Donc, et la troisième partie sera donc consacrée à notre chef d'orchestre, donc Hadj Ali Mahmoud, qui va se produire en wahdo, donc en solo, qui sera accompagné bien sûr par bien sûr, il y a tout l'ensemble derrière lui, mais lui il est en avant-plan, il est soliste. Dans les œuvres qui vont être présentées. Il va interpréter des morceaux choisis. C'est des L'Akhdar Ben Khalouf. C'est un grand poète qui n'a pas tari d'éloges vis-à-vis de notre prophète et qui compte vraiment des textes éponymes. Alors justement, vous allez célébrer quelque part indirectement la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait. Moi, je pense que le programme s'inscrit parfaitement dans cette continuité du mois sacré consacré donc Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une continuité et ce n'est que une manière de faire connaître ce riche patrimoine donc à l'ensemble du public qui sera présent, Inch'Allah, qui sera nombreux. Alors on a dit qu'ils seront nombreux, qu'ils vont être, voilà, on va rappeler quand même à ceux qui nous suivent et qui aimeraient peut-être venir vous voir, suivre justement cette programmation. C'est à la salle Ibn Khaldoun, une salle que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? Oui, à partir de 18h30. 18h30, oui. Vous n'êtes pas sûr? Bon, non, je plaisante. Généralement, il y a toujours un petit décalage, mais on va dire 18h30. 18h30, j'espère que le public sera là, qu'il sera présent, qu'ils seront nombreux. En tout cas, à vous saluer, à participer à cette... Ah, on a un petit son là qui arrive de la régie. Le son d'Urbab. Tout à fait. C'est Mohamed Ben Diba qui est Urbab. Moi, je saisis cette occasion également pour remercier la nouvelle équipe. À leur tête, le nouveau président de l'association, M. Mohamed Ben Jdoub, mais également le travail remarquable qui est fait par Bardouane Hakim, par Houssine Zaidi, et par d'autres éléments qui sont au sein du groupe et qui font un travail remarquable à l'image de Ramzi Ben Abadi, Ismail Bouzhaba, etc. Sans oublier bien sûr
le maître incontesté actuellement au sein de Jamaïa, Hadj Ali Mahmoud. Hadj Ali Mahmoud qui sera à l'honneur justement dans la dernière partie de votre spectacle et qui a l'humilité d'envoyer des éléments de la troupe, qui n'a pas la grosse tête au point de venir. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Surtout qu'habituellement, bon, enfin, ça fait quand même quelques années, le Mousselia animé, on va pas dire animé, mais représenter le Mouloud, Sidi Abdelrahman. Donc c'était Qsaïd. Très bien. Et là, je pense que c'est l'une des rares fois où on fait des madih, c'est-à-dire une programmation entière madih. Parce qu'on fait le hawi, mais c'est à la fin d'un programme, après une nouba. Mais là, c'est spécial madih d'Éné. Voilà, de bout en bout, ça a été tissé ainsi. Donc la toile de cette soirée sera essentiellement vouée à des louanges au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le Madih Dini. Et donc vous serez combien sur scène? Vous serez nombreux? 25 musiciens. 25. Donc on salue ce matin, donc qui sont tous aussi passionnés les uns que les autres. Voilà, ça va être une belle harmonie, un beau voyage. Inch'Allah, on espère vous compter parmi nous. Oui, allez-y. Cette occasion juste allez-y, bien pour sûr, rappeler, on a le temps encore. D'abord, Ntarahmou ala Nasser Ben Mrabit, qui était notre chef d'orchestre, qui est parti au Workliken pendant le Covid. Oui. Et deuxièmement, on saisit cette occasion, on est au mois de novembre. Le mois de novembre a connu aussi bien la naissance de Sid Ahmed Sarré, notre cheikhna, que la date de son décès. Le décès de Tao, c'est donc ces jours-ci. C'était le 15 novembre, le 15 novembre. Et son jour de naissance était le 3 novembre. Voilà, donc... Rabbi Yarhamhom, et qui a lui veillé à ce que toutes les noubas soient enregistrées, et ça il faut le lui reconnaître. Il a énormément fait pour le patrimoine, il a donné toute sa vie pour ça. Et heureusement qu'il a laissé une belle bibliothèque, on va dire. Oui, absolument, il a tenu de son vivant à enregistrer toutes les noubas avec les ensembles qu'il a dirigés. Il a fait un passage dans le Mousselia, son dernier passage de près de 20 ans, où pratiquement on a appris avec lui du patrimoine andalou, ce qu'il a enregistré, pratiquement tout nous a été appris par ses soins. Et on est sur sa continuité. Voilà. D'ailleurs, sa référence, elle y est toujours. Même si votre art est assez conservateur, même si vous répétez des choses, j'imagine, du passé, cet héritage, vous essayez de lui être fidèle, de l'exécuter autant que possible, comme les maîtres l'ont fait avant vous. Mais la touche de chaque composition, de chaque orchestration est particulière. Donc, est-ce que vous continuez, vous, en tant qu'orchestre actuel, de perpétuer cette tradition d'enregistrer et de laisser justement vos traces? Tout à fait, bien sûr. Bon, c'est vrai ce que vous dites, chaque association, chaque orchestre a son empreinte. L'empreinte de le Mousselia, on vient d'entendre un morceau, et on reconnaît tout de suite on reconnaît la manière d'exécuter un morceau, etc. Et bien sûr, on essaie de perpétuer cette manière de faire, parce que, en fait, c'est le cachet. C'est le cachet d'une... Tel qu'on a appris, surtout. D'une association. Et pas n'importe laquelle, la doyenne des associations, donc l'association algérienne Al-Mousselia, mesdames, messieurs, à l'honneur ce soir à la salle Ibn Khaldou. J'espère que vous serez nombreux à les encourager, à apprécier ce qu'ils ont à vous donner. Ce sera à partir de 18h30, donc dans cette salle mythique au cœur d'Alger, et ils seront nombreux aux côtés de notre amie ici présente, donc Madame Lamia Touati. On a été ravis de vous recevoir ce matin. Merci. Voilà, et Youssef Boudouen. Alors Boudouen, vous serez muni de quel instrument ce soir? Moi, mon instrument, c'est la mandoline, mais en deuxième partie, je vais me présenter avec un banjo, un petit banjo qu'on appelle un claviron, pour accompagner Hadj Ali Mahmoud. Le banjo, tout de suite, on a une référence qui monte, c'est l'Anqa Allah Yarhamou. Il aimait beaucoup cet instrument. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, messieurs, dames, et puis voilà, bon vent pour ce soir. Inch'Allah. À travers vous, on salue toute l'association et tous les musiciens qui vont être sur scène.
On salue aussi tous ceux qui nous sont fidèles dans cette émission. On vous aime beaucoup et j'espère que vous avez apprécié cette émission et ce moment passé en notre compagnie. Voilà, je vous souhaite vraiment une bonne continuité avec les programmes de Canal Algérie et moi. Voilà, je vais continuer mon week-end tranquille et j'espère aussi pour vous un excellent week-end. Voilà, une excellente journée aussi à tous ceux qui nous suivent ce matin et qui ont été patients jusqu'au bout. Merci infiniment et à très vite.